Bonsoir. Le club de la presse reçoit aujourd'hui Aboubakr Bengelloune, un éminent membre de la société civile. Il a été initiateur de pas mal de cadres politiques ou citoyens. Donc, au travers le club de la presse, nous vous remercions de votre présence. Merci. Et qu'aujourd'hui, nous allons aborder les questions liées aux enjeux politiques, liées aux élections présidentielles. Et évidemment aussi, nous allons aborder les questions d'ordre énergétique. Voilà. Donc, il y a quelques mois, vous vous êtes fait une vocation à pouvoir apporter des réponses à toutes questions liées à nos ressources. Donc, je vais présenter aujourd'hui les journalistes qui sont présents ici. Nous avons notre doyen Cheikh Fall de Kéman TV, Cheikh Sidou Silla d'Info 15 et moi-même Khali Maram Ndiaye, Réseau News et dakarmatin.com. Aboubakr Bengelloune, je vous passe la parole pour faire la présentation et saluer le public. Merci beaucoup Khali, je remercie beaucoup le club de la presse de m'avoir invité aujourd'hui. D'autant plus que c'est une action parce qu'avec vous et au travers de vous, nous avons une vision de la diaspora, c'est-à-dire que vous faites parler les gens de la diaspora, vous mettez en avant nos problématiques. Malheureusement, le plus souvent, c'est que lorsque les gens retournent au pays ou bien ont des postes, ils vous oublient. Et ça, je trouve que c'est lamentable. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité et de donner la parole à la citoyenneté parce que je suis avant tout un militant citoyen qui ne fait partie d'aucun parti politique. Et donc, je trouve que le fait de m'inviter montre un peu votre esprit d'ouverture et de donner la parole à une vision plurielle. Et ça, je vous en remercie d'avance. Et je remercie aussi ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui, malgré plusieurs manifestations qui ont lieu sur Paris, pour pouvoir écouter ou participer effectivement à ces échanges liés à la problématique des prochaines présidentielles de 2024 au Sénégal. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, pour cadrer le débat, nous allons aborder d'abord les questions liées à l'actualité politique, pas que politique aussi, toutes les questions liées à l'actualité. Nous allons aborder les questions liées aux enjeux liés aux élections présidentielles de février 2024. Ensuite, nous allons terminer évidemment avec les questions liées à nos ressources. Donc, chers confrères, si vous avez des questions, on peut commencer à... Oui, on va partir sur l'actualité. Vous savez que l'actualité est dominée par l'audience qui a eu lieu récemment à Ziguinchor, le 12 octobre dernier. Le tribunal de grande instance de Ziguinchor a ordonné la réinscription de Sonko sur les listes électorales. Depuis Paris, on sait que vous êtes un acteur assez bouillant. Comment appréciez-vous cette tournure, cette issue, M. Bengelloune? Merci Silla pour cette question. En fait, j'étais très content. D'ailleurs, vous avez dû voir un post aussi bien sur Twitter que sur WhatsApp et TikTok, tous les éléments des réseaux sociaux. Je me suis exprimé parce que pour une fois, la détermination a payé. Parce que moi, je pense que les combats pour la démocratie, ils sont perdus lorsqu'on ne les mène pas. Effectivement, c'est pas facile de combattre pour la démocratie, mais dans le temps, on gagne toujours. Donc, c'est une leçon pour tous ceux qui disaient qu'il ne faut rien faire, il faut attendre les prochaines élections, ça va changer, etc. Je trouve qu'on peut critiquer comme on veut le PASTEF, on peut critiquer ses militants, on peut critiquer la manière qu'ils font, souvent même peut-être avec raison. Mais franchement, on ne peut que s'incliner et dire c'est extraordinaire, cette capacité qu'ils ont à rester endurants malgré tous les coups qu'ils reçoivent et le fait de croire en eux et de croire en leurs leaders et de croire aujourd'hui en leurs projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, et ils le disent partout. Et leur détermination sur le terrain démontre qu'ils font reculer l'État, démontre que tout ce qui existe de minimum encore au niveau de notre justice, de cohérent, qui puisse remettre à l'endroit ce que d'autres ont mis à l'envers, il faut se baser là-dessus, même s'ils ne sont pas nombreux, même si à un moment donné on peut être découragé. Je pense que c'est une bonne leçon pour nous tous, comme quoi un combat n'est jamais perdu. Est-ce que ce n'est pas inquiétant que certains Sénégalais se disent mais tiens, ce juge-là risque d'avoir des difficultés au niveau de sa hiérarchie, tout juste parce qu'il a donné un verdict qui n'agrée peut-être pas l'autorité centrale? Si là, ça nous regarde tous en fait, c'est que nous tous,
dans des combats démocratiques, dans des combats pour la citoyenneté, derrière, on engage nos familles, on engage nos vies professionnelles, on engage nos ascensions professionnelles et autres, etc. C'est tout le monde. Et je pense qu'à ce niveau-là, en ce qui concerne le juge, il est clair qu'il est rentré dans l'histoire et on ne pourra pas le laisser tomber. C'est un peu, si vous prenez le cas de Sonko, quelqu'un qui a accepté d'être éliminé de la fonction publique, de sortir de un peu de son confort, en fait, pour défendre des idées, quel que soit ce qu'on peut penser de cela. Il a quand même mis en place un acte qui lui a valu qu'on le sorte de la fonction publique de façon aussi intolérable et peu normale. Donc tout le monde, toutes les personnes, vous, moi, n'importe qui nous battons pour des questions citoyennes, sont effectivement à l'épreuve de ces choses-là. Et je pense que lorsqu'on est avec le peuple, le combat n'est jamais perdu. Oui, pour rebondir un peu sur la question, ne pensez-vous pas qu'avec tous les problèmes qu'on a eus avec Sonko, dont on vient de parler, les problèmes de justice, les rebondissements qu'il y a dans toutes les affaires dans lesquelles il a été traîné par la justice sénégalaise, pensez-vous qu'il soit encore opportun pour la quiétude et la paix sociale d'avoir encore un ministère de la justice au Sénégal? En fait, l'État sénégalais en lui-même aujourd'hui a démontré qu'il a mis notre justice à terre. Si vous écoutez même sur les plateaux de télévision, ce sont les propres responsables politiques de l'APR qui disent que lorsqu'ils gagneront ce pouvoir-là en 2024, et j'espère qu'ils ne seront pas là, moi, ils sont prêts aujourd'hui à revoir cette justice. Comme quoi elle est à terre, il faut la revoir. Mais ça va plus loin. C'est non seulement il faut l'indépendance de la justice, mais il faut revoir même nos institutions. C'est que le peuple sénégalais ne croit plus en nos institutions par rapport à tout ce qu'on voit. On a besoin d'un réel changement. Nous avons aujourd'hui un système parlementaire essoufflé, qui n'est plus à la norme. Et c'est ce que je disais tantôt. Le système parlementaire, il est venu au travers de la monarchie. Après une monarchie, les gens ont pensé que par un système électif du peuple, etc., on pouvait avoir des gens qui puissent passer en tenant compte effectivement des intérêts du peuple et qu'on puisse avancer. À un moment donné, ça a été effectivement une avancée de l'histoire. Mais aujourd'hui, ce système parlementaire est à bout de souffle. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent au pouvoir, ils s'accaparent le pouvoir, ils s'accaparent des institutions, ils changent les institutions comme ils veulent. J'ai relu un peu les différentes, par exemple, modifications, réformes sur notre constitution, mais à chaque fois, c'est des faits politiques. C'est les faits politiques qui emmènent les gens à changer. Senghor l'a fait parce qu'à un moment donné, ça l'arrangeait par rapport à Mamadou Dia. Abdou Diouf l'a fait à plusieurs reprises parce que politiquement, il en avait besoin. Et aujourd'hui, Macky Sall fait la même chose. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte de cet engrenage. Sortir de cet engrenage, c'est ce que j'appelle réussir notre transition démocratique. Réussir la transition démocratique, c'est pas seulement dire on va aux élections, on élit quelqu'un. C'est que l'engagement que cette personne prend sur la problématique de revoir nos institutions, de faire en sorte qu'un président n'ait pas autant de pouvoir, de vie et de mort, de la capacité de vie et de mort sur les Sénégalais, etc. Il faut qu'il aille au bout. Il faut qu'il aille au bout. C'est en ce sens que je pense que ce système démocratique, il faut le revoir. Il faut aujourd'hui, ce que j'appelle souvent dans mes textes que j'écris, il faut radicaliser notre démocratie qui en a besoin. Quelle appréciation faites-vous sur ces deux types de Sénégalais qui ont une acception sur la justice, c'est-à-dire une vision sur la justice? Il y a un Sénégalais qui est là quand la justice rend une décision, ils vont applaudir. Il y a un autre type de Sénégalais, quand la justice rend une décision qui est en marge par rapport à leurs attentes, ils râlent. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'on n'a plus confiance en ces hommes qui nous dirigent. Et malheureusement, il y a encore des bons juges, il y a encore des bons magistrats, Dieu merci. Mais malheureusement, quand on voit l'organisation de la magistrature, l'organisation des juges que l'on met dans des lieux précis, à des moments précis, on voit très bien que le système, comment il ne fonctionne pas, comment il est de l'intérieur, il est utilisé par ceux qui sont au pouvoir pour faire en sorte que leurs hommes soient effectivement aux commandes des décisions. Et c'est ça qui fait que lorsque une décision est rendue, même si elle est motivée, les gens
à l'approche disent que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes contre le juge ou bien nous sommes contre sa motivation. Parce que normalement, quand un juge donne une position, il doit le motiver. Et on a vu la motivation du juge hier à Ziguinchor, je crois que c'est Sabassi, comment il s'appelle? Sabassi Faye. Mais il a motivé d'une manière, j'ai jamais vu ça. Et je pense que ça va vraiment à l'encontre de la première décision qui a été prise sur Dakar. Et c'est ça qui est important, c'est l'honnêteté, la probité des personnes qui sont chargées de trancher à des moments précis. Ils doivent le faire en âme et conscience, mais surtout en le motivant. En tant que membre de la société civile, vous avez eu à se pencher sur les questions liées à la justice. Aujourd'hui, le constat, il est là. On a une justice à la limite grabataire. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme solution ou qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Oui, il faut absolument une justice qui ne soit plus dirigée par l'exécutif. Quand on dit l'exécutif, ça veut dire que le premier magistrat ne doit pas être nommé par le président de la République. Les réunions des magistrats, à la limite, on peut accepter le président de la République comme une personnalité, mais il ne doit avoir aucune fonction dedans. Excusez-moi, constitutionnellement, le président de la République, il est le chef suprême de la magistrature. Oui, mais il faut revoir la Constitution, absolument, il faut revoir la Constitution. J'irai même plus loin. Lorsque l'exécutif demande des lois, parce que les lois proviennent de l'exécutif. Souvent, l'Assemblée nationale peut le faire, mais c'est tellement peu dans notre histoire qu'on peut dire, bon, c'est l'exécutif qui propose des lois. Lorsque l'exécutif propose des lois, moi, ce que je pense, qu'il faut des assemblées citoyennes. Ça veut dire quoi? Lorsque l'exécutif propose des lois, nous avons les députés qui les étudient avec l'exécutif. Il faut, à ce moment-là, qu'on adjoigne à l'Assemblée nationale des comités citoyens. Pourquoi? Des assemblées citoyennes. Ça veut dire qu'on va chercher une loi sur la santé. On va mettre en place une assemblée citoyenne où on va prendre 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers, les professionnels de la santé. 2 tiers, le peuple qui subit les questions de la santé. Cela à un certain niveau de représentativité, travaille avec nos députés sur cette loi-là. Et lorsque cette loi va sortir, elle tiendra plus fonction de ce que les gens vivent sur la santé, de ce que les professionnels vivent sur la santé, et ça ne viendra pas seulement de nos politiques ou bien de nos députés. Ce n'est pas une manière de réduire quelqu'un qui est élu, parce que les gens disent à ce moment-là, moi je suis élu, pourquoi? Non, c'est simplement pour élargir la prise de décision. Aujourd'hui, les Sénégalais, la société civile, les gens qui ne sont pas dans les partis politiques, et même dans les partis politiques, ne veulent plus qu'on prenne des lois sur leur tête. Ils veulent participer à la mise en place des lois, à leur discussion, à leur mise en place de tout ce qui se passe au niveau de la cité. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, notre système parlementaire qui est à bout de souffle, puisse avancer vers ces choses-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de données qui ont été mises en place lors des assises nationales entre 2008 et 2009, et avec les travaux du président Mbow qu'on a remis en fin 2012 à Macky Sall, qu'il a mis à la poubelle. Je pense qu'il faut revoir ces choses-là sur les problèmes de notre démocratie. Sans plus tarder, on suit un peu parce qu'il y a eu la formation du gouvernement qui n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, une surprise, j'allais dire. Vous, en tant qu'acteur aussi, à quelques 4 mois de la présidentielle, le Sénégal vient d'avoir un nouveau gouvernement. Est-il pertinent de former un gouvernement à 4 mois de la présidentielle? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? À mon sens, le Premier ministre aurait dû démissionner. Parce que si on veut être logique, le Premier ministre ne peut pas aller en campagne et être en même temps Premier ministre en utilisant les fonds de l'État sénégalais pour faire sa campagne. Mais parce que président sortant, nous ne voyons pas. Mais ça aurait été le président, je l'aurais dit aussi. Si vous prenez le cas de Madagascar, vous avez tous vu, le président 6 mois avant, il démissionne. Il démissionne et on prend le président de l'Assemblée nationale ou bien un vice-président qui le remplace. C'est comme ça que la normalité doit se faire. Surtout dans nos pays où le législatif est vachement à plat devant l'exécutif. C'est l'exécutif qui dirige tout en fait. Mais à la limite, je comprends. Aller faire encore une présentation à l'Assemblée nationale avec un nouveau Premier ministre peut poser des problèmes. À la limite, je passe à cela. Mais tous ces changements, ils servent à quoi? C'est vrai qu'un gouvernement, il doit se faire jusqu'au dernier jour. J'ai jamais dit qu'on est en vacances. Normalement, si on est cohérent, si on est responsable, je suis élu jusqu'au 31 mars, le 1er avril, je remets le pouvoir. Je vais effectivement régner jusqu'au 31 mars. L'État ne peut pas avoir de vacances. Mais ce qui est correct, c'est que pendant cette phase, on ne peut pas prendre de décisions qui engagent les gens qui peuvent venir derrière.
D'accord? Donc, il faut être, comment on appelle ça, citoyen, et de faire en sorte que toutes ces personnes qu'on a élues n'engagent pas le Sénégal, sachant que pour les 4 mois qui viennent, ils risquent de ne plus être là, en tout cas leur majorité risque de ne plus être là, donc ils ne doivent pas nous engager jusqu'en 2000. Naturellement, ils le feront parce que bientôt on va voter le budget. Mais c'est pourquoi que je dis que ce gouvernement de Macky Sall est un gouvernement de voyous. C'est pas aujourd'hui que je le dis depuis qu'on discute sur la problématique du 3e mandat, je le dis sur la question des refus des manifestations sur la base effectivement de l'ordre donné par Macky Sall, comme quoi aucune manifestation ne doit se faire au pays parce qu'on a besoin de la sécurité, alors que normalement ils sont payés pour assurer nos manifestations, les encadrer et ne pas nous bâillonner en disant que j'ai décidé qu'il n'y ait plus de manifestations. Si vous regardez du mois de juin à maintenant, le F24 dont je suis le responsable dans la diaspora a fait des demandes toutes les semaines, pratiquement, sauf les semaines où il y a eu les magal et tout ça, etc. Nous ne l'avons pas fait, mais pratiquement toutes les semaines. Donc si nous prenons l'analyse, les statistiques entre le mois de juin et maintenant, vous allez vous rendre que c'est 98% de refus de manifestation. Et non pas ce qu'ils nous racontaient, vous avez 98% d'acceptation, 2% de refus. C'est absolument faux. Aujourd'hui, même une femme qui parle de la question de l'électricité, qui veut mobiliser les gens, on lui refuse de manifester devant la Sénélec. Mais on va où dans notre démocratie? Donc je veux dire par là que ce régime n'est pas un régime démocrate, il est autocrate et que de plus en plus Macky Sall est en train de nous montrer son vrai visage, à savoir qu'il est prêt à tout pour garder le pouvoir. Vous aimez bien parler de la diaspora, peut-être que ce sera la dernière question sur cet aspect-là. Curieusement, il n'y a aucun Sénégalais de la diaspora, membre de ce gouvernement. Le dernier, c'était Mamadou Talla, il n'y est plus. Est-ce que c'est un message aussi que le Macky Sall veut adresser au Sénégal de la diaspora, d'autant plus qu'il a perdu les dernières élections? Mais en fait, ce remaniement, il est politique. Vous me tendez la perche. Ça veut dire qu'il a mis en place des hommes pour pouvoir faire en sorte que l'électorat de Amadouba puisse effectivement décoller et qu'il puisse gagner des zones qu'il ne peut pas gagner. Il est évident qu'ils ont perdu la diaspora. C'est-à-dire, moi, quand j'entends encore sur les plateaux de télévision du Sénégal des gens qui disent que la diaspora est derrière Macky Sall, je suis ahuri. Que même les journalistes ne les reprennent pas. Il a perdu sur tous les lieux de vote, les 15 députés, il en a perdu 12. Il n'en a gagné que 3, et les 3 qu'il a gagnés, c'est 2 de l'Afrique de l'Ouest et 1 de l'Afrique centrale, etc. Donc ça veut dire quoi? Et en plus, les taux sur lesquels il a gagné dans ces zones-là sont des taux très petits. Ça veut dire aux prochaines élections, il ne les aura même plus. Donc quand on perd tout dans la diaspora à des proportions très importantes, en France il a perdu, l'APR avec quoi? 35%, 34% par rapport à là où il venait. Donc je veux dire par là, mais pour eux, la diaspora, c'est un coefficient électoral. C'est ce que je vous dis depuis longtemps pour les politiques, et pas seulement Macky Sall, il faut être objectif. Même l'opposition, dans leur vision, dans leur tête, la diaspora est un coefficient électoral. Et comme il a vu que la diaspora n'est plus présente à leur niveau, pour lui, il n'a pas besoin de mettre en place un ministre ou qui que ce soit au niveau de la diaspora. Le problème peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que quand on entend nos députés dire qu'ils sont des députés du président, ça pose question. Donc du coup, on peut dire qu'on n'a pas une Assemblée nationale qui représente les Sénégalais. Exactement. Donc du coup, également, il faut faire table rase de tout ça si on veut vraiment que bien sûr, démocratie au Sénégal. Bien sûr. Mais comment on peut faire table rase? Parce que il faut savoir, et bon, ça, mes amis politiques de l'opposition ne vont pas être contents, ils sont tous dans le même panier. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on a une conception de la politique, une manière de faire de la politique qui consiste à dire « je mets en place mes hommes partout ». Et une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, c'est le parti qui dirige. Moi, j'ai dirigé ici la coalition Yewwi Askan Wi. On a gagné. Et le 6 août, donc le 31 juillet, on a gagné. Le 6 août, si vous regardez mes écrits, je les ai traités de députés Godio. Pourquoi? C'est exactement ce que tu as dit. On avait pris des engagements comme quoi, si on gagne ensemble. C'est la coalition qui gagne, ce ne sont pas les partis politiques. On avait dit que si on gagne, on travaille ensemble dans la diaspora. Il y a plein de choses que nous avons mis en place et nous avons fait croire aux gens. Au sortir de là, chacun est parti rejoindre son parti politique, recevoir ses instructions de son parti politique. Dès lors, pour moi, tu n'es pas différent d'un député de l'APR, d'un député de Benno Bokk Yakaar. Donc, tu es un député Godio. Tu ne serais pas le directeur de campagne de Yewwi Askan Wi en France? Si, je le serais parce qu'il fallait battre Macky Sall.
C'est ce que j'ai toujours dit. Quand il a fallu soutenir les libéraux, même être candidat avec les libéraux, je l'ai fait, parce qu'il faut battre Macky Sall. À un moment donné, il fallait rendre minoritaire Macky Sall dans l'Assemblée nationale. Maintenant, si on voulait effectivement que cette minorité, qu'on la gagne et en même temps qu'on puisse travailler pour la diaspora, même si c'est un créneau très minime au sein de l'Assemblée nationale, on devait le faire collectivement. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais sur l'autre aspect, on a rendu minoritaire Macky Sall parce que avec le fait de l'avoir battu ici, nous a permis d'avoir 82 députés et Macky Sall 83, et donc ça nous a permis de le mettre en difficulté. Si on ne l'avait pas fait, si on n'avait pas soutenu les politiques ici, dans leur campagne, peut-être qu'on aurait perdu la France, j'en sais rien, mais en tout cas, si on avait perdu la zone ENOC, c'était 3 députés en moins. Et ça, politiquement, on ne devait pas se le permettre, il fallait battre Macky Sall. Donc s'il fallait le refaire, je le referais. Allez. Une petite précision. Allez-y. C'est-à-dire, il a parlé de l'exemple de Madagascar, où à 6 mois des élections, le président de la République est obligé de démissionner, enfin démissionne, et que c'est le président de l'Assemblée nationale qui en fait assure l'intérim. Mais qu'est-ce que ça va changer dans la donne? Dès lors qu'ils sont du même parti, et que certainement c'est le président qui est le secrétaire général du parti. Et donc il y a une mainmise. Surtout, c'est l'appareil du parti. Sauf que peut-être sur la forme, voilà, c'est démocratique, mais sur le fond aussi, oui, voilà. Ça peut être toujours... On est en train de vouloir régler des problèmes qui se posent aujourd'hui à nous, à nos démocraties. Parce qu'il y a tout un accaparement de l'appareil d'État et de l'appareil même administratif par le parti au pouvoir. Donc le président, généralement, et le président de l'Assemblée nationale, en fait, c'est le parti État. C'est le parti qui dirige. Donc, qu'il démissionne ou qu'il reste au pouvoir, moi je crois qu'ils utiliseront toujours les moyens d'État. Tout à fait. Donc, c'est une bonne transition. Oui, c'est un débat national qui ne concerne pas que le parti au pouvoir, mais aussi les partis qui aspirent à diriger le Sénégal, à pouvoir poser cette problématique sur la table. Bon, j'enchaîne parce que Bouba Ben Jalloul, vous reprochez souvent au gouvernement de ne pas avoir de vision de politique relativement à la gestion des Sénégalais de la diaspora. Quels sont vos constats? Pourquoi vous avez souvent l'habitude de le dire? Merci Silla. C'est-à-dire que vous prenez, c'est ce que je dis, la diaspora, celui qui viendra au pouvoir, il peut partir d'une feuille blanche. Il y a 5 choses qui se sont faites dans la diaspora depuis qu'on en parle. En 92, on a eu un ministre chargé des... Pas un ministre, un ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur. En 95, on a mis en place le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. En 2000, le symposium du PDS. En 2003, on a eu un ministre des Sénégalais de l'extérieur. Alors en 2005, on a eu je ne sais plus quoi. Ce sont les dates au niveau de la diaspora. Il n'y a rien eu. Sous Macky Sall, on a eu quoi? Une seule discussion sur les accords entre le Sénégal et la France qui s'est déroulée en 2015-2016, plus rien. Qu'est-ce que vous voulez faire comme politique avec ça au niveau de la diaspora? Rien du tout. Vous faites rien du tout. Vous avez utilisé la diaspora comme un coefficient électoral et vous avez placé vos gens. Ça, on ne peut pas le dire, il y a eu la diaspora comme 15e région, il y a eu des députés de la diaspora qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, mais il y a eu, n'est-ce pas, des investissements qui ont été faits dans les consulats pour aider les Sénégalais à avoir des passeports, n'est-ce pas, dans des aéroports, mais tout cela, quand même, c'est... D'accord. Mais quand vous me dites qu'on a fait la 15e région, c'est le coefficient électoral? Parce que Macky Sall, quand il l'a fait en 2017, il a gagné combien de députés de la diaspora? Il en a gagné 10 ou 12? 12, je crois. 12 sur 15. Ouais. Donc il avait bien calculé son coût. Sur toutes les propositions des assises nationales, il n'a pris que celle-là et en plus il l'a biaisé. Et il a gagné. D'accord? Vous prenez la question des investissements sur les passeports et tout ça. Mais c'est le rôle. Quand vous prenez aujourd'hui, dans le monde, nous sommes 7,7 milliards, presque 8 milliards. Il y a 1 milliard de migrants. 1 milliard de migrants. Sur ces 1 milliard de migrants, vous avez 300 millions de personnes qui n'habitent plus leur pays de naissance.
Si vous ne mettez pas en place un système administratif pour leur venir en aide, mais vous faites quoi? Mais vous êtes obligé de leur permettre d'avoir leurs documents, que ce soit carte d'identité, passeport, naissance des enfants, etc., etc., dans les pays où ils sont accueillis. Donc c'est le minimum dans l'évolution de la société, dans cette mondialisation, qui font qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 millions, et ça, ce n'est pas des chiffres que je donne, vous tapez Google, vous allez le voir, 300 millions de personnes aujourd'hui qui n'habitent plus chez eux. D'accord? Donc ça veut dire que les pays, les différents États, doivent faire en sorte que, vous prenez l'Afrique, 25% des Africains, aujourd'hui, dans le monde, viennent en Afrique. 45% des Africains quittent l'Afrique. 45%. Et il y a 25% qui viennent. Vous prenez les États-Unis, la proportion est inversée. Aujourd'hui, les gens vont plus vers les États-Unis, le Canada, que vers l'Europe. Ils sont à peu près à 16 ou 18%. On est dans un monde mondialisé. Ça veut dire que tous les gouvernants doivent permettre à leurs ressortissants de pouvoir avoir leurs documents dans les pays d'accueil. Donc l'histoire des passeports là, et l'histoire des cartes d'identité, ce n'est pas un cadeau qu'ils nous font, c'est leur travail. C'est leur travail. Maintenant, regardez un peu la composition de ces consulats et ambassades. Dites-moi, il n'y a que des gens liés à un parti politique. Quand je vous parle du phénomène satellitaire, je prends le pouvoir, tous les consuls sont liés à ma couleur politique, tous les membres qui travaillent dans ce consulat, à des exceptions très minimes, sont des membres de mon parti politique. L'ambassade, n'en parlons pas. Et donc, quelle forme de service citoyen vous voulez donner aux gens si vous leur donnez cette image-là? Un consul, c'est un maire. Un consul, c'est quelqu'un qui donne des documents aux citoyens sénégalais, par exemple, en France, à Paris, à Lyon, etc. Pour choisir ce consul, pourquoi ce poste est politique? Explique-moi pourquoi ce poste est politique. Pourquoi on le donne à quelqu'un lié à un parti politique? Moi, ce sont les gens de Paris qui doivent discuter de leur consul. Les gens de Lyon doivent discuter de leur consul parce que c'est lui qui nous donne nos documents et autres. C'est un maire, même s'il est dans un pays étranger, c'est notre maire. Donc c'est nous qui devons l'apprécier en fonction du travail qu'il fait pour nous. Le deuxième élément, vous me parlez de la 15e région. Vous avez vu un texte sortir là-dessus? Mais dans les faits, oui, vous avez vu un texte sortir là-dessus? Il n'y en a a pas. Ça veut dire qu'ils nous ont lancé un leitmotiv. C'est encore politique. Nous sommes un coefficient politique, un coefficient électoral. C'est-à-dire qu'il a lancé ce ballon d'essai en 2012. Je lance la 15e région. Moi, Macky Sall, vous allez voir et vous allez voir. Et aujourd'hui, 10 ans après, il n'y a même pas un paragraphe pour nous déterminer c'est quoi le contour de la 15e région. La réalité politique, c'est une circonscription électorale. C'est une circonscription électorale, mais tu ne peux pas définir une circonscription électorale sans pour autant nous dire comment on fonctionne dedans. Je m'explique. Vous avez les élections locales. Pourquoi nous, on ne participe pas aux élections locales? Nous sommes des vecteurs. Nous sommes des vecteurs de développement. L'immigré est un vecteur de développement. Tout ce que nous avons au Sénégal, les forages, attends, je termine, les forages, les ceci, les cela qui se font, les écoles, les dispensaires, nous les faisons. Pourquoi nous ne pouvons pas juger, nous, les gens locaux qui gèrent ça? Nous devons participer aux élections. Si moi, je trouve que dans ma région, j'ai beaucoup œuvré pour amener de l'eau, pour amener ça. Les gens qui sont chargés de le diriger, le moment où il faut les sanctionner, s'il faut les sanctionner, ou bien les féliciter, s'il faut les féliciter, on me dit non d'Obok. Non d'Obok. C'est pas normal. On doit participer aux élections locales. On doit participer en tant qu'immigré. Mais parce que une élection locale, oui, l'enjeu est d'envergure locale. Mais c'est nous qui développons le local. Quand on dit que l'immigré est vecteur de... On est vecteur de développement. Mais ça, c'est un devoir. Mais ce n'est pas un devoir. C'est l'État qui doit assumer les écoles. Hein. Mais il ne faut pas se soustraire. Non, attends, on se perd là. Les citoyens qui sont sur place. On se perd là. Parce que le temps avance là. On se perd. Oui. Quelle est votre vision? Ma vision. De gestion? Absolument, ma vision. Ma vision, elle est de deux niveaux. J'ai toujours dit, Sila, tu m'as souvent suivi. Moi, je sais que depuis 2008, à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois, je sais qu'à la porte, tu m'attends et tu m'interviews. Je t'ai toujours dit, et je te prends à témoin, que la question de la diaspora est une question structurelle avant d'être une question politique. Qu'est-ce que ça veut dire une question structurelle? Ça veut dire que quand on est dans les pays d'accueil, quand il y a une loi xénophobe et autres, etc., qui nous tombe dessus, le gouvernement n'en a rien à faire d'accueil, que l'on soit de l'APR, de l'opposition, de Tahaou, du PASTEF, de ceci, de cela.
Ils nous massacrent en tant que. Quand nous avons des problèmes ici d'intégration, des problèmes avec nos familles, c'est indépendamment de nos partis politiques. Donc nous, on n'est pas partisans. On est dans un cadre où nous sommes tous pareils. Donc à partir de là, il faudrait permettre l'expression plurielle de la diaspora au niveau de nos gouvernants. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réussi à permettre en France que les Sénégalais à l'extérieur, en France, puissent nommer leurs représentants, qu'ils puissent discuter avec l'État sénégalais sur les problèmes que nous avons. Tant que nous allons avoir un représentant que l'État va nous imposer en disant c'est notre représentant, alors que Fale ou Nico, ça ne marchera pas. Le deuxième élément, je lui donne un... Mais juste après, je vais relancer. Vous savez, dans ce monde-là, tous les pays développés, mais ils ont des expatriés. Et aucune politique gouvernementale n'a été dédiée pour ces gens-là, si ce n'est que le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi voulez-vous, un pays comme le Sénégal, voulez-vous que le ministère des Affaires étrangères se soustrait à sa vocation, mettre en parallèle un autre comité qui doit s'occuper des Sénégalais de l'extérieur? C'était mon deuxième point. Je pense qu'on doit sortir du ministère des Affaires étrangères. On n'a rien à y faire. Nous sommes aujourd'hui, le Sénégal n'a pas une politique migratoire. La politique migratoire, on ne peut pas la mettre en place à l'intérieur d'un ministère des Affaires étrangères. Ça n'a rien à voir. Au contraire, nous devons avoir même plusieurs représentants dans tous les ministères parce qu'au fond, on est partout représenté. On doit être représenté partout parce qu'on a un point de vue à défendre dans tous ces lieux-là. Mais ce que je veux dire même au fond, c'est que ce ministère-là, le Sénégal, reçoit des Guinéens, des Nigérians, des Ghanéens, des Mauritaniens, etc. L'esprit xénophobe existe dans notre pays. Donc nous devons avoir une politique migratoire et une politique des gens qui viennent chez nous. Et qui va la mettre en place sinon nous? Si vous prenez en place le Conseil supérieur des Maliens, le Conseil supérieur des Maliens, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident qui est consul. C'est eux qui décident quelle politique migratoire mettre en place. Et ils ne sont pas... Attends, on ne leur adjoint pas des gens pour les rendre minoritaires. Le nôtre, c'est du flafla. Chaque fois qu'on a mis en place un conseil supérieur, là-dedans, on a tout fait pour nous minoriser. L'État a tout fait pour mettre des fonctionnaires qui soient plus nombreux que nous. Est-ce que Ben, ça ne fonctionne pas. C'est pas un peu l'échec quand même des acteurs de la diaspora parce qu'on n'a jamais réussi à avoir des associations fortes. Vous-même, vous avez souvent, avec vos camarades, pris des initiatives qui ont toutes échoué. Est-ce que si on avait des associations fortes, le gouvernement n'aurait pas peut-être suivi, par exemple, la voie tracée par la diaspora malienne? C'est vrai ce que tu dis, mais moi je vais prendre le problème autrement. J'accepte ce que tu dis. Il faut dire que ce comité malien a été consolidé, a été relancé au lendemain des événements d'instabilité liés au Mali. Il faut le dire ça aussi. Oui, d'accord. Non, le Conseil supérieur des Maliens en France, il existe depuis longtemps. Mais d'accord, mais sa vocation... Non, ils ont toujours eu une forme d'indépendance que nous n'avons jamais eue. Mais ils l'ont dynamisé au lendemain. Oui. Mais c'est clair. Mais néanmoins, dans la forme de mise en place, c'est pas effectivement les calculs de nos politiciens au Sénégal, sous Abdou Diouf, sous Wade et sous Macky Sall. Hein. Ça a été beaucoup plus tranché, ça a été beaucoup plus ouvert de nous laisser la parole. Ce que tu disais tantôt, moi je suis d'accord avec toi, le problème que nous avons ici, 600 associations ou 650 associations, comment veux-tu qu'on puisse travailler? Et le consul, il passe son temps le week-end à aller voir les associations satellitaires qui appartiennent à l'APR. Il ne viendra jamais voir une association du 18e parce qu'il n'a rien à foutre ici. Il ne viendra pas. Ça ne l'intéresse pas. Nous lui avons proposé de faire ici des lieux pour pouvoir le week-end permettre aux gens d'avoir leur carte d'identité, leur passeport. Ça ne l'intéresse pas. Nous sommes prêts à lui donner des locaux. Mais c'est un consul politique. Mais je veux dire par là, comprenez que les associations ne puissent pas être au même niveau. Par contre, le rôle du politique, c'est là. C'est ça. Parce que moi, à force de me casser la gueule, à force de tomber, je me relève, je fais le bilan. Je me rends compte, effectivement, cette structuration ne peut être faite que par les politiques. Il faut que le politique vienne avec cette vision, avec ce vouloir, avec cette envie de mettre en place cette politique. Et à ce moment-là, il pourra mettre toutes les associations en rang et faire en sorte que ça puisse exister. Il faut que le politique le veuille. Les associations tout seules, si là, depuis 2000,
Même 1996, nous essayons de le mettre en place, on n'arrête pas de tomber. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'a mis en place et qu'on veut à peine décoller, le gouvernement vient récupérer quelques éléments là-dedans et ça part en débandade. On dit, oui, on t'a vendu, tu es reparti, tu travailles pour ce pouvoir, etc. etc. Toutes les fois qu'on a tenté de le faire et qu'on est tombé, que ce soit l'ASE, que ce soit le FSD, des Sénégalais de la diaspora, que ce soit aujourd'hui le CSD, à chaque fois, l'État est venu nous récupérer à l'intérieur quelques têtes et ça a explosé de l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, tant que le politique n'acceptera pas cette vision, cette mise en place, ça ne pourra pas se faire. Quel que soit ce qu'on veut, et quelque part, ça dénote mes échecs sur cette problématique depuis que j'ai pris en charge cette question avec d'autres amis dans le milieu associatif. Est-ce que vous travaillez à établir une structure avec une ligne programmatique claire que vous allez soumettre à ces futurs candidats Absolument. pour pouvoir concrétiser l'idée que vous avez? C'est ça. Mais absolument, c'est fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes, par exemple? Mais oui. Mais je le fais avec qui veut. Les idées justes appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas partisan. Ça veut dire que s'il y a un parti politique qui demande à discuter avec moi, qui veulent des documents, et c'est tout ce que je vis tous les jours, qui veulent quoi que ce soit, je leur donne. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un candidat, Mamadou Dem. J'ai eu plusieurs échanges, je crois que... qui est là? Birahim est là, je ne le vois plus, il est là. Nous avons assisté, lui et moi, à plusieurs rencontres avec Mamadou Dem. Il n'est pas avec Mamadou Dem, je ne suis pas avec Mamadou Dem, mais comme Mamadou Dem nous a sollicité pour mettre en place son programme sur la diaspora, et ça va être sa force, parce que je pense tout ce qu'il dit de là-dedans, ça sera très intéressant, ben nous l'avons accompagné. Si d'autres partis politiques veulent le faire, moi je suis tout à fait ouvert. Je pense que Birahim est dans la même optique. Nous provenons des assises nationales. Tout ce qui a été produit dans les assises aujourd'hui appartient à tout le monde. C'est pas le fait de quelqu'un. Mais c'est ça l'idée de fond. Mais aujourd'hui, quand il y a eu des partis politiques ou bien des leaders qui m'ont sorti des histoires de on va mettre en place une diaspora et ça, je leur ai tout de suite dit, il faut arrêter cette musique. Il faut arrêter cette musique, diaspora et ça, on ne sait pas ce que c'est. Soit vous nous donnez un contenu, sinon il faut arrêter. On a assez galéré pour que vous nous machinez comme ça. L'idée de la Banque des Sénégalais de la diaspora, elle est souvent soulevée par pratiquement tous les hommes politiques qui passent ici par Paris. Est-ce que c'est une idée pertinente? Si là, mais je suis même fatigué d'en parler. C'est-à-dire que toute personne qui vient ne retient qu'une chose, l'argent de la diaspora qu'il faut capter. Nous donnons plus d'argent que le fonds de développement, l'AFD. Nous donnons plus, ce n'est pas moi qui le dis. Tout dernièrement, j'ai sorti un document le démontrant encore. C'est évident que ça, on le sait depuis Mathusalem. La question, c'est comment. Le comment, tout dernièrement, j'ai vu qu'il y a 2 semaines, il y a une femme qui est venue, qui s'appelle, je ne sais plus, Absatou, je ne sais pas quoi, qui vient faire du microcrédit, qui voulait emmener la diaspora avec... Hein? Je ne sais pas comment. Mais il faut arrêter. La diaspora n'a plus confiance en nos gouvernants. Donc aujourd'hui, si tu veux organiser l'aspect financier au niveau de la diaspora, il faut gagner leur confiance. Gagner leur confiance, c'est certainement pas en leur disant « Venez, je vais vous apprendre à gérer votre argent ». Non, c'est de leur dire « Venez, je vais d'abord gérer vos problèmes dans vos pays d'accueil, avec vos familles. Je vais gérer vos problèmes au Sénégal. Je vais gérer vos problèmes dans les différents projets que vous avez. Maintenant, discutons. Tout cet argent-là, comment on peut faire? C'est comme ça qu'il faut faire. Et on ne peut pas venir dire, moi j'ai tout un projet que j'ai fait entre 4 murs et je vais vous l'imposer. Ça ne marchera pas. Et c'est tout le temps, c'est ce que les gens font. Allez-y. Mais moi, je crois qu'au-delà, allez-y. Il a parlé de la diaspora plurielle. Effectivement, nous sommes nombreux ici. Mais je crois que tant qu'on n'aura pas transcendé nos problèmes, des problèmes de parti politique, tant qu'on n'aura pas défini que nous avons quelque chose de beaucoup plus important que cette politique politicienne-là aujourd'hui qui nous gangrène, que nous avons un avenir commun. Trouver le dénominateur commun. Aujourd'hui, essayer de créer une synergie au niveau de toutes les associations. Tant qu'on n'aura pas fait ça, je crois qu'on sera toujours... Absolument. Les projets seront voués à l'échec. C'est tout à fait. Et on sera toujours manipulé par ceux qui sont là-bas malheureusement et qui décident. Absolument. On se veut une diaspora plurielle, mais cette diaspora plurielle se transforme de plus en plus à une diaspora singulière. Avant de changer de thème, si tu veux, j'ai une dernière question qui me préoccupe aussi, parce que j'ai toujours pensé que les Sénégalais de la diaspora pourraient contribuer fortement au développement de leur pays, en investissant souvent, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu
comme une crise de confiance entre les Sénégalais de la diaspora et ceux du Sénégal, parce que plusieurs Sénégalais de la diaspora ont tenté de faire des investissements et des investissements qui ont échoué. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de sécuriser, entre guillemets, les potentiels investisseurs sénégalais de la diaspora pour qu'ils contribuent au développement de notre pays? Oui, mais c'est absolument ça. C'est-à-dire que pour développer nos ressources, on a besoin de la diaspora. Je vous donne un exemple. L'État sénégalais vient encore de s'endetter de presque, je ne sais plus combien, de 500 millions de dollars pour un projet au niveau du gaz et tout ça, etc. Ben, s'il l'ouvre à la diaspora en disant que moi j'ai besoin de ça, si votre argent, au lieu de dormir dans les banques ici, vous me le donnez, je vous donne plus en intérêt que ce que l'État, les banques françaises vous donnent 1 à 2%, moi je vous donne 7%, etc., etc. Et que cet argent-là va nous servir pour ceci, cela, et en même temps tu participes au développement de ton pays, etc., personne ne se raconte. Mais c'est qu'aujourd'hui le politique a pris le pas sur tout. Le politique a pris le pas sur tout, et les représentants qui peuvent développer ça, les vecteurs, ceux qui peuvent développer cela, sont trop marqués politiquement. Ils ne sont pas de la diaspora. C'est des gens qu'on nous impose. C'est pour ça que toutes les caisses, tous les fonds qu'on met en place, etc., ne marchent pas. Les gens n'en ont pas confiance. Prenez par exemple au plan finance. Ça ne marche pas dans le bon sens. Ça ne marche pas dans la diaspora. Ça ne marche pas dans la diaspora. Il y a une oui, mais ça ne marche pas. Mais pas dans le bon sens que vous voulez aborder. Non, mais prenons l'aspect financier de la diaspora. Qu'est-ce qui a été fait dans la diaspora depuis qu'on est diaspora au plan financier? Il y a des institutions qui ont été créées. Il y a l'APIX. Non, mais je vais te le dire. Il y a l'APIX qui a été créé par Wade en 2000 avec un budget de 6 ou 7 milliards. Aujourd'hui, ils ont un budget de 180 milliards, etc. parce qu'ils sont ouverts au privé. Combien de micro-projets ils ont gérés pour la diaspora? Ils ne sont même pas traçables. Ils ne sont même pas traçables. J'ai été voir chez eux, je n'arrive pas à savoir combien. Ils ont dit, l'objectif, c'est de faire 200 micro-projets. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont réussi ou pas. J'ai vu le dernier rapport de 2017, il n'y a rien. Vous prenez le PAISD. Le PAISD travaille avec les migrants sur des projets au pays. On nous demande de donner 30% de notre projet au départ, et lorsqu'on l'a réussi, ils nous donnent une partie. Eux, ils ont géré à peu près quelque chose comme 20 000 euros, de 200 000 euros, et ça tourne autour de 5 000 immigrés qui ont travaillé avec eux. Vous prenez le FES. Le FES, aujourd'hui, te dit, je te prête entre 7 000 euros et 20 000 ou 28 000 euros, et sur la base d'un remboursement de 10%, avec un intérêt de 10%, et un remboursement sur je ne sais plus combien d'années. D'accord? Comment se passe ce truc-là? Tu déposes ton projet, le projet il part au Sénégal, et tu vois, hop, il y a un tableau noir, projet refusé, projet accepté. Tu ne sais pas pourquoi il est refusé? Pourquoi il a accepté? Il n'y a aucune traçabilité, personne de la diaspora ne peut suivre ce processus. Manque de confiance évident. Le lendemain, tu retrouves ton projet ailleurs alors qu'on te l'a rejeté. Tu prends en même temps le dernier, le FES, le FES, que le Macky Sall a emmené. C'est des fonds purement politiques. Tu viens devant le consulat, avec un bout de papier, tu écris un projet, tu remets, tu dis, moi je veux créer un petit projet de restaurant, j'ai besoin de 2 000 euros, de 3 000 euros, tu donnes, aucun rapport au remboursement, rien du tout, on te donne. C'est purement électoraliste, et ça a permis comme ça 300 000 euros, non pas 300 000 euros, je crois 300 projets payés en France, aux États-Unis, en Italie, partout, tout ça, coefficient électoral. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas confiance en l'État sur les questions financières. Je préfère garder mon argent dans ma banque ou sous mon lit que de le laisser aux organismes sénégalais. Et aussi, il faut rajouter pour les politiques immobilières aussi, il y a beaucoup d'arnaques à ce niveau. Oui, c'est tellement vrai, oui. Hop. Je vais m'excuser, mais je crois que le problème par concours qui n'est pas cohérent avec l'esprit même. Parce que, du point de vue des institutions, en 1995, il y avait le Conseil supérieur du Sénégal de l'extérieur. C'est ça. Mais quand tu dis que c'était politisé, je dis non. Parce que celui qui était président, il n'était pas encarté du Parti socialiste. Il s'appelait Mamadou Moussa Ly. C'était un ingénieur logisticien qui a été considéré comme étant sénateur même.
On avait travaillé avec lui. Nous, question du Parti socialiste, nous avions été battus. Cheikh Nakara, Abdelhamad Diallo, avait été battu par Mamadou Moussali. Et ça, c'est important de le souligner dans l'histoire. Maintenant, quand Wade est arrivé au pouvoir, la donne a changé. Parce que c'était plus les associations qui élisaient. Il avait choisi, nommé les représentants au niveau du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Alors qu'en 1995, c'était les associations qui avaient élu le représentant. Ces représentants se sont retrouvés aux affaires étrangères sous Jacques Borel à l'époque et ils ont élu Mamadou Moussa. Mais qui n'avait qu'un rôle consultatif. On n'a toujours eu qu'un rôle consultatif. Laisse-moi aller. On arrive avec Macky Sall, on a jugé qu'il s'était engagé à faire de la diaspora la 15e raison. Institutionnellement, je crois qu'il l'a fait. Vous l'avez rappelé ici. Nous avons eu des députés de la diaspora. Et si nous prenons même au niveau des communes, des conseils municipaux territoriaux, comme on dit, départemental, au niveau départemental ou au niveau communal, il y a quelque chose qui a échappé à beaucoup d'observateurs et à beaucoup de Sénégalais de la diaspora. C'est que les diasporas, on doit avoir des représentants au niveau de chaque conseil municipal, comme de chaque conseil départemental, certes avec voix consultative. Exactement. C'est ce que, à un moment donné, j'avais dénoncé. Mais c'était le PDS qui était au pouvoir, ils ne m'ont pas suivi. Mais le problème demeure entier. Mais aujourd'hui, au niveau de ces conseils municipaux et départementaux, il n'y a aucun Sénégalais de l'extérieur, en tout cas dans la région de Matam, que je connais, qui s'est présenté pour dire, écoutez, je veux jouer ce rôle-là. Même au sein de leur coalition, comme au sein de leur parti politique. Maintenant, pour revenir à l'investissement, je crois que je l'ai déjà souligné. À la RTS, il y a eu un débat très difficile avec l'association des migrants de retour. J'ai dit, comment voulez-vous que ça réussisse si on a le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs, on a le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, on a la direction générale au Sénégalais de l'extérieur, on a une direction d'appui au Sénégalais de l'extérieur, on a le FAIS, le fonds d'appui d'investissement des Sénégalais de l'extérieur, et d'autres superpositions. Donc ces agences sont créées pour des raisons politiciennes, parce qu'il faut ranger les gens. Et en termes d'efficacité, moi, vous me demanderez par exemple de monter un projet à Dembakane, 900 km de Dakar. Je viens pour demander un prêt, pour accéder au financement. Vous imaginez, avec le mode d'organisation de l'administration sénégalaise, vous imaginez combien de temps je vais mettre? La tracasserie administrative. Mais je pense que cette question, nous allons l'aborder sur un autre jour avec le club de la presse pour qu'on puisse se pencher. Absolument. Parce que là, l'APIX, soi-disant, nous donne des solutions, mais il faudrait. Le temps qui nous est imparti est bientôt. C'est intéressant, mais il faut parler Wolof. Les questions énergétiques. Il faut parler Wolof, il faut parler au Sénégalais. D'accord. Donc, question ben, ici troisième partie. Donc, puisque film démocratie là. Oui, c'est comme ça, c'est ça. Donc, question énergétique, aujourd'hui, mon ami abordé. Mais pour qu'on aborde le Sénégal, dañuy wax ne am na pétrole, am na zircon, am na or. Mais aujourd'hui, amul benn Sénégalais bu mun a taxaw mun la defal xayma ba ñu gisee pétrole bi zircon bi or bi xamuñu ñaata or nañuy exporter xamuñu si dara. Est-ce que tey yow parce que yaa ngi si doon yëngu. Est-ce que tey am nga ay chiffres yoo xam ne war nañ ko mun a wax si ressources yooyu.
La question ressources, en fait, rien n'est clair là-dedans. Il faut toujours se souvenir, Macky Sall, il a fait Petrosen avant de venir. Il sait exactement tout ce que nous avons comme ressources. Seulement, il a une vision politique derrière. Quand il est venu en 2012, première chose, il faut que je dougue ITE. ITE, c'est l'Institut de traçabilité, etc. Machin, et que ce dougue Fofou, avec cette couverture-là, tout le monde dira qu'il est bon. Il a créé l'OFNAC, il a créé un certain nombre de structures. L'ITE lui imposait ça pour que je dougue ici. Mais quand il l'a créé, automatiquement, il les a aseptisés. Il les a utilisés simplement pour dougue ITE. Il a fait des programmes de contrats rapidement, il a mis des choses, ce qui n'existait jamais. Moi-même, à l'époque, en 2019, quand on a fait la traçabilité des puits qu'on avait affectés aux gens, j'avais démontré qu'il y a des puits où on ne sait pas quand l'en kodjor, alors que on n'arrivait pas à trouver. On avait par exemple le nom de la société, on avait le nom de la personne, mais on ne pouvait pas savoir le cabis, on ne pouvait pas l'obtenir au Sénégal, on ne pouvait pas le sortir. Et on est resté un mois après, on a fusillé le site article 25 qui parlait de ces choses-là. Bon, maintenant, on est beaucoup plus protégé à ce plan-là. C'est pour te dire que rien n'est traçable à tous les niveaux. Mais vous prenez aujourd'hui la question de l'or. On ne sait même pas ce qui sort du Sénégal. Ce sont ceux qui le prennent, qui l'envoient, qui viennent nous dire après, on a pris tant d'or. Ce sera pareil pour notre pétrole. Vous prenez aujourd'hui toutes les infrastructures qui sont faites pour notre pétrole. C'est en ce sens que c'est dommage que la diaspora ne soit pas aujourd'hui active dans le développement et l'émergence du Sénégal. Vous prenez les plateformes pétrolières. Pourquoi le Macky a eu des tensions avec les gens de BP et des autres structures pétrolières qui doivent sortir nos premières gouttes de pétrole? Vous avez vu, souvent on a dit il y a des tensions. Pourquoi? Parce que là où on était parti pour facturer ces plateformes-là, on a multiplié presque par 100 le prix. Or, tu sais que quand une goutte de pétrole va sortir, le gars, il va se rembourser d'abord avant que tu aies quoi que ce soit. Et l'argent est faramineux. On est parti, par exemple, sur une échelle de 100, on se retrouve presque à 200 en termes de frais. Et donc, on n'a aucune mise, aucune mainmise. C'est eux qui vont te dire, écoutez, ça a augmenté de temps. On n'a personne pour pouvoir surveiller ça. On n'a personne de qualifié. C'est en ce sens que je te dis, si on avait travaillé avec la diaspora, si on avait permis effectivement à certaines personnes de la diaspora de travailler sur ces questions-là et d'être nos représentants, on n'en serait pas là. Non, on était là à travailler sur qui on va former dans leur institution, dans leur école pour venir gérer ces plateformes. Alors que l'enjeu, c'était pas seulement gérer ces plateformes, c'était tout de suite le coût de ces plateformes. Parce que la plupart du temps, il a été démontré, quand ces pays-là, quand ces organismes-là viennent prendre ton pétrole, ils se gavent sur les plateformes qu'ils te mettent en place. Au lieu de les payer sur 5 ans, tu les payes sur 10 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, tout est faux à la base. Vous prenez la question de l'électricité, où je suis un peu plus à l'aise si tu veux. Aujourd'hui, le prix de l'électricité ne baissera jamais au Sénégal. D'ailleurs, ça, il y a une pétition qui est initiée pour la cherté des... Mais moi, je répète, je l'ai dit en 2019, si vous allez dans le site de Article 25, il y a 3 analyses qui ont été faites, tome 1, tome 2, tome 3, qui sont dedans. C'est aussi valable aujourd'hui. On a dit que tant que l'État sénégalais, avec la Sénélec, va produire de l'électricité sur la base des fossiles, sur la base du fuel, nous n'aurons jamais un kilowattheure en dessous de 125 francs CFA. Pourquoi on l'a à 90? C'est parce que l'État subventionne la Sénélec à hauteur de 100 milliards de francs CFA par an.
D'ailleurs, le FMI même refuse ça. Le FMI dit que c'est pas normal qu'on donne à une société comme la Sénélec 100 milliards par an pour Moudjaï. Mais pourquoi l'État le fait? L'État le fait pour qu'il nous vende l'électricité à un prix inférieur. C'est pour ça qu'on arrive à le vendre pour les ménages, pour ceux qui sont effectivement à un niveau faible économiquement. On vend le prix du kilowattheure à 91. Mais normalement, le prix, il est aux alentours de 119, 120. La deuxième tranche va augmenter, etc. Or, aujourd'hui, nous avons une tranche à 91. La deuxième tranche est passée directement à 139 francs CFA. Pourquoi? Parce que l'État sénégalais a décidé depuis fin 2012 de ne plus subventionner la Sénélec sur les tranches 2 et 3. Et donc, ça montre bien que là où il faut taper, si on veut avoir de l'électricité en abondance et bon marché, c'est sur la manière de produire de l'électricité. D'accord. Comment on doit faire ça? J'arrive, il pose une question. Ah ouais. Les énergies renouvelables, Sénégal, 365 jours, nous avons hydraulique, vent. Lan moo war a am nañu biomasse Sénégal am nañu algue boo xoolee gëstu yu ma gëstu si affaire énergie ci sous-région bi mix énergétique bi ñoom ñoo nekk en pole position. Je vais te dire encore une fois, c'est des chiffres que j'avance et je suis prêt à ce que vous les comparez à n'importe qui. C'est des chiffres que je dis en 2023. En 2023, au Sénégal, on fait 1632 de mégawatts avec du fuel. Avec du fuel encore. Et nous faisons 300 mégawatts en solaire. On fait 300 mégawatts en solaire et on fait 1632 mégawatts en fuel. Et on fait 253 mégawatts en hydraulique avec les barrages de Manantali et autres, etc. Et on fait à peu près de l'ordre de 5% avec le gaz. Donc comment veux-tu, quand l'État sénégalais nous dit « je vais atteindre le mix énergétique en 2019 », j'aurai un mix énergétique de l'ordre de 22%. C'est marqué dans le PSE. Allez là-dedans, dans le PSE. À ce jour, on ne l'a pas. On est en 2023, on a 18%. On a 18% de solaire. Et sur ces 18% de solaire, l'État n'a rien investi. La Sénélec ne fait que quelque chose comme 5 mégawatts en solaire. Le reste, c'est tous des investisseurs privés. C'est les investisseurs privés qui viennent installer leurs panneaux et qui vendent l'électricité à 60 francs CFA le kilowattheure et l'État nous le revend entre 90 et 149 francs CFA. Ils font du double-double. D'accord? Et ils ne font rien en solaire. C'est-à-dire Macky Sall a décidé pour faire du tafiangle. Parce qu'en fait, Macky Sall joue avec les Sénégalais. Il joue avec les Sénégalais parce qu'il dit, moi, je vais faire un mix énergétique. Si le Sénégal veut faire un mix énergétique, c'est l'investissement du Sénégal. Mais tu ne vas pas prendre des PPP, une politique publique-privée, tu viens mettre en leur disant, on fait un contrat sur 30 ans, sur 15 ans. Regardez toutes ces structures qui font le solaire à 18%, c'est des structures privées. Allez dans Google, vous mettez production de l'électricité du Sénégal, on vous donne ceux qui font du fuel, ceux qui font qui font du solaire, et tu regardes toute la partie solaire, c'est des organismes étrangers qui le font. Même sur le fuel, sur les 1600, c'est pas nous qui le faisons, on ne fait que 900 mégawatts. Les structures de la Sénélec ne font que 900 mégawatts. Le reste, c'est des privés qui nous font encore de l'électricité. Avouons aussi qu'il y a un progrès comparé en 2012, le Sénégal a fait des bons quand même. Mais je le reconnais, je te dis, là, on a fait une progression de 1000 mégawatts qu'on avait sous le PDS. Aujourd'hui, on est à 2500 mégawatts. Mais sur cette manière de produire, on n'a pas grandi. Puisque nous avons toujours le prix du kilowattheure qui est cher. Tu ne peux pas développer un pays sans une électricité en abondance et à faible coût. Je ne l'invente pas. C'est une donnée économique. Donc ça veut dire, depuis le PDS, on n'est pas sorti de l'auberge. On a plus de quantité. Pourquoi on a plus de quantité? Parce que les grandes banques américaines et autres ont investi pour à peu près 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, ils nous ont permis d'accroître notre capacité en fuel, de produire de l'extrait avec le fuel, nous ont permis de passer de 900 à 1600.
32. Nous sommes passés de 900 à 1632. C'est ça, en fait, l'évolution. Mais l'évolution, elle est bonne parce qu'on dit qu'on a 70% aujourd'hui, ce qu'on comparait par rapport à avant, de plus en énergie. C'est vrai, mais l'énergie est toujours aussi chère. Donc, on n'a pas résolu le problème. Alors qu'il y a des solutions pour résoudre le problème. On va y revenir tout à l'heure si vous voulez. Ce que je ne comprends pas, parce qu'on ne peut pas analyser cette affaire sans convoquer le contexte. Aujourd'hui, l'inflation a tout gangréné partout, que ce soit en France ou partout. Que le prix de l'électricité soit cher n'est pas une surprise quand même. Hein. C'est le contexte qui l'explique aussi. Hein. Ah non? Non, c'est là? Non, je vais te répondre. Oui. Bon, tu voulais parler là? Je voulais juste Après, je vais lui répondre. Quelque chose dont je vais vous montrer tout à l'heure des documents. La Sénélec dont il parle, moi je représente une des plus grandes sociétés qui a investi à peu près 500 millions d'euros au Sénégal. C'est l'un des plus grands fournisseurs de la Sénélec. Je vais vous montrer le document. Nous sommes en arbitrage à la Banque mondiale avec l'État du Sénégal qui doit plus de 500, ça vaut presque, sur un projet de presque 1,9 milliard d'euros. On est en arbitrage à la Banque mondiale. Mais pour ce contentieux juridique, il n'y a pas que vous, il y a aussi... Sénélec a beaucoup de contentieux au niveau du tribunal arbitral. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deuxième chose, troisième chose, ils sont allés acheter des bateaux de pétrole russe, mais le coût du pétrole, mais tout le monde sait que c'est coté. Bien sûr. Ils les ont payés 4 fois plus que le prix du chargement normal. J'ai les factures. Et il y a une enquête des journalistes suisses que ce n'était pas du bon fuel. Et mieux, Yirim a écrit dans son livre, Yirim Seck, il a écrit dans son livre, chapitre 5, concernant ce que je suis en train de vous parler. Mais c'est moi qui lui ai donné les éléments. Donc je vous le dis, d'accord? Donc, mais vous l'enlevez si vous voulez. Je ne sais pas. Mais je vous explique. Je vous dis qu'aujourd'hui, la Sénélec est presque en faillite. Oui. C'est pour ça que... Ils vont réclamer, là, on est en arbitrage, je vais vous montrer le document, avec l'État du Sénégal. On est dans la phase finale, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de gagner du temps, des obstructions juridiques. À un moment donné, maintenant c'est fini. Fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les juges sont nommés depuis longtemps à l'arbitrage. Banque mondiale, ils vous disent, monsieur, on va au fait. Les faits, c'est quoi? Arbitrage, tu sais, si tu dois 500 millions et qu'on arrive jusqu'à ce que le juge se prononce, tu vas payer 4 fois plus le montant. Parce qu'il faut payer aussi les juges. On connaît comment ça se passe au niveau du tribunal. C'est ce que je voulais dire. La Sénélec est en faillite. Je vais répondre à la question de Silla. Silla, tu vois que quand on produit l'électricité par le fossile, le fuel, c'est très cher. L'État sénégalais a payé presque 800 milliards de francs CFA pour ça, dans les 10 années là qui sont venues, sans compter la subvention qu'il fait à la Sénélec. Donc, si tu veux diminuer le prix, le coût, c'est pas simplement de dire oui, le diesel a flambé, le prix du fuel a flambé. C'est de dire qu'est-ce que je fais d'autre. Le Maroc l'a fait. Le Maroc s'est dit en 2008, j'en peux plus. Le prix du pétrole nous tue. Il faut que je trouve une solution. En 2013, ils ont mis le plan Nour, qui leur a permis de gérer leur électricité avec 45%. Ils sont passés de 0 à 45% en 2016. Ils ont eu le financement en 2013. Tout ce que je vous dis sur Google, vous tapez Google, financement du Maroc, 2013, le plan Nour 1. 2016, ils sont passés à 45% de solaire. Macky Sall, ça fait combien d'années qu'il est là? 10 ans. Nous sommes encore à 18%, et ce n'est pas l'argent du Sénégal, c'est l'argent des privés. Le Maroc de Falep def son système solaire à lui. Ken Momoko. Nous, Macky Sall, on est à 18%, mais ces 18%, 3% laissez moi, ou 4%, moi, le Sénélec def. Maintenant, comment diminuer le prix? Nous avons l'hydraulique. Avec l'hydraulique, je vous ai dit, on fait 200 et quelques. Il y a un projet d'utiliser le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal pour pouvoir augmenter cette capacité. Cette capacité en prévision, elle va augmenter de l'ordre de 216 mégawatts. D'accord? De 216. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'hydraulique, c'est un coût qui est très bas,
Il n'y a pas besoin de maintenance, il y a simplement à créer les infrastructures. Mais comme on le partage avec les pays qui sont reliés à ces fleuves, donc ça ne revient pas à beaucoup et donc c'est bon. L'électricité à ce niveau-là nous revient à 30 francs CFA le kilowattheure. Donc ça veut dire que si tu privilégies cette politique hydraulique, tu passes de 90 à 30. Mieux, je lui ai dit tantôt, il y a l'éolienne. Nous avons au niveau du Sénégal, le long de la côtière, qui part de Kayar, Monté, Saint-Louis. Là-bas, on a beaucoup de vent. Au niveau des éoliennes, on peut mettre en place un système. Et aujourd'hui, l'éolienne va nous ramener le prix du kilowattheure aux alentours de 20. D'accord? Mais l'inconvénient, c'est qu'avec le vent, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Donc tu ne peux pas faire un facteur de production, même si le prix est intéressant. Il nous reste quoi? Il nous reste ce que le bon Dieu nous a donné. Tu lèves la tête, il est là. 4 000 milliards d'années, le soleil. Il va s'éteindre dans 4 000 milliards d'années. 4 000 milliards d'années. Donc on peut l'utiliser encore. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, tout ce que tu veux. Lui, quand tu fabriques de l'électricité avec ça, si tu le fais avec les panneaux solaires, les panneaux voltaïques, tu as le prix qui est de l'ordre de 20 à 25 francs CFA. Pourquoi? Parce que ce que les gens oublient, c'est que lorsque tu captes l'énergie solaire dans un panneau voltaïque, tu n'utilises que 20%. Tu as 80% de perdu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'acheminement, dans ceci, cela, tout ça, tu perds 80%. C'est pas rentable en termes de rendement, tu perds 80%. C'est pour ça que maintenant même les panneaux voltaïques, souvent les gens mettent derrière, en dessous, un système thermique pour récupérer la chaleur et chauffer l'eau. Donc le panneau fait deux choses, te donner de l'électricité et en même temps, la chaleur qu'on perd, on la récupère pour chauffer l'eau. C'est pour essayer d'augmenter le rendement. Donc les prochains panneaux solaires que vous allez voir, les panneaux voltaïques qui vont venir, sont des panneaux à double. L'un qui va récupérer cette chaleur qu'on perd et l'autre qui va utiliser les 80% pour faire les 20% pour faire de l'énergie électrique. Et vous avez aujourd'hui les centrales thermodynamiques solaires. Les centrales thermodynamiques solaires te donnent le prix du kilowattheure entre 15 et 10 francs CFA. 15 et 10 francs CFA. Donc si toi tu as une réelle volonté de diminuer le prix de ton kilowattheure dans ton pays, tu dis, est-ce que moi je peux mettre en place des centrales thermodynamiques solaires? Bingo, le Sénégal est un des pays les mieux placés. On est exactement dans la zone. Vous tapez installation de de centrales thermodynamiques solaires, vous tapez sur Google. Dans quel pays on peut les mettre? Vous allez voir, ça traverse le Sénégal, comme par hasard. Aujourd'hui, vous allez en Italie, vous en avez 200. En Espagne, presque 300. En Floride, ils en ont 800. Vous allez dans tous les pays qui sont au niveau de l'équateur. Pourquoi? Parce que pour mettre en place ce système, on a besoin d'avoir le temps de lever et de coucher du soleil le plus long. Donc, plus proche de l'équateur, mieux tu te portes. On est proche de l'équateur. D'accord? Donc, c'est faisable. Combien en investissement? Entre 350 et 400 milliards. Tu mets en place un système de centrale thermodynamique solaire à 350 MW. Aujourd'hui, on va dire 500 millions de dollars. Non, ben, non, mais il faut que Mougisco. Il faut que tu me fasses impact. Non, mais non, je vais pas, mais je parlerai de l'impact. Permets-moi, après tu me poses. J'essaie de lui montrer comment on fabrique de l'électricité moins chère. C'est sa question pertinente. 500 millions de dollars qu'on a pris pour augmenter la capacité en fuel. On est passé de 900 à 1600, je t'ai dit. En fuel, les Américains, les banques, West Africa, tout ça là, allez voir, nous ont donné de l'argent pour continuer à faire de l'électricité à du fuel. Yo, pourquoi tu t'endettes avec 500 millions de dollars? À savoir que 1 million de dollars, c'est 650 millions de francs CFA, calculez vite. Pourquoi nous nous sommes dans la direction de 350 milliards de francs CFA et de mettre en place une centrale thermodynamique solaire? Pourquoi l'État sénégalais ne parle jamais du principe technologique des centrales thermodynamiques solaires? Je vais t'expliquer une chose. Bah alors, vas-y. Nous sommes côté énergie, il y a des tours. Ay quoi? Ay tours. Waaw. Waxuma ne conflit d'intérêt la question bu ñuy laaj la. Bu ñu ne Baba Diaw mu ñëw conseil spécial bu président Macky Sall. Khadim Ba, même chose. Khadim Ba
Loka Afrique. Samuel Sarr bu ñuy jënd pétrole dégg naa dañ leen koy jox ñoom ñooy jëm jëli bateau yi ñu indi ko. Waaw. Donc l'autre question, l'autre type, il faut que tu tenir compte que... Non, mais non, tu me s'y tenir compte. Moi, je suis dans une logique de ce qu'il faut faire. S'il y a des rapaces qui sont là, il reste rapaces. Hein. Ouais. Moi, je propose ma solution. Et Dieu sait que si là, tu l'entends depuis longtemps. Mais moi, je veux la développer, cette solution. Je suis d'accord. Mais aussi, tu peux impact négatif. Je vais te montrer. Mais il n'y en a pas, je vais te montrer. Mais attends, mais non, l'éolienne, je t'ai dit l'éolienne, mais il y a des impacts sur l'éolienne. Mais moi, comme je suis plutôt pour les centrales thermodynamiques solaires, on va essayer de discuter sur l'impact. C'est quoi le principe d'une centrale thermodynamique solaire? Il n'y a pas plus rudimentaire que ça. Vous mettez des panneaux. Le panneau, au lieu d'utiliser le soleil pour capter et faire de l'énergie, non. De faire utiliser le soleil pour chauffer un produit qui a un coefficient pour garder chaleur, lui. Un coefficient. Ce produit-là, c'est comme de l'eau. Day tangal ndox, en fait. Buy circuler. Muy tangal ndox bi muy circuler, ba mu atteindre 500 degrés. Sur atteindre des 500 degrés, tu as la vanne qui s'ouvre, l'eau passe. On va le mettre en relation avec de l'eau froide. Si tu mets de l'eau chaude et de l'eau froide ensemble, ça fait quoi? De la vapeur. Mettez chez vous, mettez de l'eau chaude et vous mettez un peu d'eau froide, vous allez voir tout de suite de la vapeur. Cette vapeur va te permettre de faire tourner des turbines et les turbines t'engagent de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. Il n'y a aucune pollution. Et vous avez plus de 10 modèles de centrales thermodynamiques solaires, vous tapez sur Google encore, vous allez voir plus de 10 modèles qu'on vous présente. Il y en a même sous la forme de minarets. Sont très jolis, qui rentrent avec nous, pays musulmans. Tu as l'impression que c'est une tour de mosquée, c'est une minaret. Ça ne change même pas l'aspect social, l'aspect visuel des Sénégalais. Et vous avez de l'électricité entre 7 francs, Jérôme Niar 15, et 10 francs CFA. Et c'est 50 ans, c'est donné pour 50 ans. La maintenance, elle est rudimentaire. De temps en temps, tu changes des joints. De temps en temps, le liquide, tu le changes, des trucs comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est clé à molette. Tu formes des gens avec un tablier et des clés à molette, ils vont te régler ça. Et voilà, il n'y a aucune forme de problématique, de nuisance et autres, etc. Et pendant que tu dors la nuit, ils fabriquent du courant. Les panneaux voltaïques ne le font pas. Les panneaux voltaïques, ils ont besoin de batteries de stockage. Ici, tu n'as pas besoin. Si le surplus d'énergie que tu as, le surplus de courant, tu le gères dans des sacs de sel qui te gardent la surconsommation pour le récupérer en moment de rush. Donc, tu n'as même pas besoin de batterie pour récupérer la consommation. Donc, je veux savoir, moi, une bonne fois pour toutes, cet État sénégalais-là, qu'ils nous disent pourquoi les centrales thermodynamiques solaires ne rentrent pas dans leur vision. D'accord. Pour nous évoluer, si waxtaan bi ñu dem ci benn temps benn ressource. Attends. Ressource énergie yam Sénégal. Tu vois, j'aime bien parce que là, les gens discutent comme quoi ça veut dire les questions d'énergie n'appartiennent pas à des scientifiques, ça appartient à le bon sens. D'accord. Ressource énergétique yam Sénégal. Ah. Parce que dëkk bu mu am bu ñu defee recette yi année bu jeexee dafa am benn partie boo xam ne bii. dañ koy prélever jox ko municipalité yi. C'est juste. Je donne un exemple. C'est normal. Bu dee Pikine dafa am ay tonnes pétrole. bu ñu exploité ba fin d'année bi am na recette bu ñuy jël ñu jox ko municipalité. Oui. bu ci mel ni phosphate Thiès ak yooyu. Est-ce que tey yow yaa ngi am traçabilité xaalis bi ñuy jox. municipalité yi ak municipalité yi lan lañ ciy def. Ça, en fait, c'est pas pour leurs beaux yeux. Ça rentre dans le cadre de l'ITIE. Et l'ITIE a mis en place un système pour que tu aies la norme ITIE. ITIE doit définir une norme. Si tu ne respectes pas ces normes, nous dàq. Et l'État sénégalais, vous vous souvenez, a eu la note de 18 sur 20. L'État sénégalais a été le premier État où l'ITIE est venu faire une conférence en 2018. C'est pour ça que tous les ministres de 2014 à 2018 doivent nous rendre des comptes. Parce que quand l'ITIE a été floué par Macky Sall, que ce soit le premier État africain où on a tenu un congrès, le conseil d'administration de l'ITIE, nous tenir quoi au Sénégal, moi, la note de 18 sur 20, etc., c'est que quelque part, ils ont participé, parce que c'est eux qui ont mis en place tous ces dossiers. Et donc, je veux dire par là,
non seulement on doit donner ça à ces populations, mais c'est que ces populations y ont droit avec toutes les sortes de nuisances qu'ils peuvent avoir, de maladies, etc. Et même, ils tiennent compte d'une fait que quand tu as fini d'investir là-bas, il faut que tu ramènes ça à l'État Bunkobayon, etc. Donc, aujourd'hui, si l'État sénégalais nous sort des rapports qui sont faux, parce que par exemple, les gars, ils disent, on donne, je sais pas moi, 300 000 francs CFA pour faire une école ou faire ça. Eux, ils récupèrent ces 300 000 CFA avec des cartes d'identité. Je m'appelle Samba Silla, hop, j'ai reçu ça. Qui je m'appelle ça? Beaucoup les adéquations et entre ces cartes d'identité, c'est les gens du parti au pouvoir. Donc c'est encore un détournement politicien de ces sommes-là. Et c'est pour ça que je dis, nous devons travailler sur cette question pour qu'il y ait plus de traçabilité et pour que ça serve plus les régions. Vous trouvez normal, vous, Tambacounda et tout ça, qui vivent dans la poussière et tout ça, avec tout cet or qu'on récupère et tout ça, etc. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas, comment on appelle ça, un hôpital digne de ce nom, qui travaille sur les questions des poussières, qui leur permet de mieux respirer, etc. Il n'y a rien du tout. Mais c'est un scandale. Et comment ça se fait à ce moment-là que l'ITIE donne une bonne note au Sénégal? C'est qu'y compris la société civile est complice, parce que l'ITIE a besoin du rapport de la société civile, du rapport de l'État et du rapport de celui qui investit au départ. Donc y compris la société civile au Sénégal, qui est présente au sein de l'ITIE là-bas, avec leurs 4x4 qu'ils nous prennent au Sénégal, Didiaï ou Amoul, ce sont des vendus, parce que s'ils faisaient leur travail, on ne donnerait pas des notes comme ça au Sénégal. Alors, enjeu... L'autre jour, nous avons discuté, Mamadou Dem, toi et moi, oui, sur les aspects économiques de son programme qu'il veut soumettre au diaspora. Tu te rappelles ma question? À partir de quoi tu feras ce programme-là? L'état des lieux de l'énergie au Sénégal n'est pas exhaustivement fait. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la Sénélec, même si on pense que c'est une société nationale, il faut savoir à qui elle appartient en réalité. La question de toutes les grandes sociétés au Sénégal repose sur les fameux 11 accords coloniaux. La France ne permettra pas au Sénégal, pour le moment, en l'état actuel des choses, la possibilité de diversifier ses sources d'énergie. Elle ne permettra pas au Sénégal d'utiliser l'eau solaire, d'utiliser comment dirais-je, l'énergie photovoltaïque. Elle ne permettra pas de diversifier même, comment dirais-je, les compagnies d'exportation. Parce que ce ne va pas de son intérêt. Elle a le coude sur l'énergie sénégalaise. Et cela, depuis 1959, c'est comme ça. L'indépendance énergétique ne sera possible au Sénégal que le jour où nous irons, le Sénégal dira à la France, les accords coloniaux, pas ça, nous n'en voulons plus, allons à la confrontation. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'ira pas à l'indépendance énergétique. Merci. On est les 11 accords coloniaux, du Hydro-Québec, nous avons participé à ce donc 11 accords coloniaux, mais tant de quoi. Dernière intervention, Kémo, ensuite nous concluons, voilà. Mais pas de remise. Kémo, voilà, parce que... Vas-y, Kémo. Ce que je voulais rajouter un peu par rapport à ce que disait Ben, c'était notamment pourquoi on ne fait pas les centrales thermodynamiques. Bon, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas quelque chose d'ancien. C'est que aujourd'hui, moi, je ne partage pas cette position de Ben. C'est ça. Pour la seule et bonne raison qu'il y a des technologies éprouvées. Aujourd'hui, il parle des énergies fossiles, du fuel, mais c'est une technologie éprouvée. Si on a des ressources disponibles, il n'y a pas de raison qu'on ne fait pas de centrales
À fioul. Mais nous, on a une autre opportunité, c'est le gaz. On va aller voir, je dirais Russie, mais aussi Venezuela et autres, les centrales à gaz, même en France, énormément. Donc, c'est des technologies déjà existantes, qui sont là depuis 50-60 ans, alors que le thermodynamique solaire, jusqu'à présent, on peut dire que c'est quelque chose qui est à l'état pilote. Il y en a, ça fait 25 ans que ça se développe, mais tous les jours, il y a des améliorations. D'un point de vue technologique, c'est surtout le flux de caloporteur dont tu parles. Je peux dire tous les 5 ans, ça change. Ça veut dire qu'on l'améliore. Le meilleur, oui. Pour la seule et bonne raison que l'autre, il a un rendement à l'époque, il avait 15%. On continue, il est à 20%. Aujourd'hui, on est quelque chose qui tourne autour de 35%. Exactement. En termes de taux d'efficacité. Donc, ce n'est pas des technologies éprouvées à ce jour. Et en termes de coût de production, c'est vrai, à l'investissement, ça coûte extrêmement cher. En termes d'investissement, on est quelque chose qui tourne autour de 115 francs CFA. Quoi en termes d'investissement? Mais non, oui. Mais en termes de sortie du prix du kilowattheure. Oui, après ça, j'ai dit qu'il sur le long terme. Il fait entre 350 et 400 milliards. Ouais, c'est sur le long terme. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, peut-être qu'au bout de 25 on donne le cas du cas du Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, en termes de trucs, on tourne autour de 0,6 euros. Oui, c'est-à-dire le Maroc aujourd'hui, il est à 30 centimes. Voilà, au lieu de 90 centimes chez nous. Voilà. Ah, quand même. Non, mais c'est quand... Mais quoi qu'il en soit. Bon, la question que je te pose, comment ça se fait que les pays qui ont plus de gaz que le Sénégal construisent des centrales thermodynamiques solaires? Vas-y, l'Arabie Saoudite est en train de mettre en place le projet le plus important au monde de centrale thermodynamique solaire. Mon ñu ëpp fouf pétrole, mon ñu ëpp fouf gaz. Et pourquoi Moudem Fofu? Non, mais on va. Ça, non, pose-moi, mais je te pose une question. Je vais répondre. Hein? Non, mais il me dit qu'il préfère qu'on utilise le gaz. La question est posée. Réponds. Réponds à ma question. Tu me laisses pas finir. Vas-y. La première chose, c'est que le coût d'investissement est extrêmement cher. C'est juste. C'est à cause de ça. Il n'y a pas une autre raison. Pourquoi on développe? C'est juste que là, du moment où le gaz, on va investir 300 millions, l'autre, il faut 360. Oui, parce qu'il y a la production aussi. En fait, en termes d'investissement, c'est facteur 3 à 4. Non. Entre gaz, absolument. Rapport de 2. Et ça, c'est... Rapport de 2. Mais comment? Écoutez. Donc, rapport de 2. Ensuite, ce qu'on va faire. Je vais juste... rapport de 2. Nous allons bientôt libérer la salle. Oui. Ce qu'on va faire, nous allons organiser un débat. Ah bah oui, c'est ça la réalité. Voilà. C'est pourquoi on choisit le gaz et pourquoi on ne choisit pas le solaire. C'est un débat qui nous concerne. Et tu as des intellectuels, des technocrates qui se permettent de nous engager sur 30 ans sans en parler au peuple. Ben, vous le laissez conclure après. On organisera un débat. Allez, là où je veux. À partir à une réorientation stratégique d'un point de vue économique. Exactement. Le rapport dollar-pétrole est en train de s'effondrer. Ils sont en train de garder leur... Oui, mais nous qui n'avons presque pas de gaz. Là, avec le coût d'investissement auquel fait allusion. Là où je veux, en tout cas sur le cas de l'actualité, c'est qu'il y a 2 points bloquants. C'est que la Sénélec, je peux être d'accord, je ne sais pas c'est comment le nom, mais aujourd'hui, ceux qui connaissent les Agibou pour nous les éclaircir dessus, c'est du néocolonialisme qui se passe partout dans toutes nos grandes entreprises. C'est la seule et unique raison, il faut le dire. La Sénélec, tout est du tapiangue, partout. Quelque chose durable, c'est Saréol, ce qu'on vient de dire, de l'éolien qui est de l'autre côté, Mboro. Après, quelques centrales électriques, mais tout le reste, c'est du fuel. Non, on l'a développé avant que tu viennes. On l'a développé avant que tu viennes. Voilà, donc là, ça c'est... On l'a développé. Maintenant, une chose qu'on dit, et je pense que quelqu'un l'a évoqué, c'est que toutes nos grandes entreprises, c'est des mafias qui sont installées. Ça veut dire que vous avez une seule personne qui a 3 ou 4 entreprises qui se font concurrence en interne. Que ce soit la Sénélec, ONAS, moi je dis ce que je connais. Bien sûr. AGETIP, ainsi de suite.
on connaît, vous allez voir une seule personne qui a 4 ou 5 entreprises qui gagnent tous les marchés de ces gens. Et la Sénélec n'échappe pas à cette règle, malheureusement. Et c'est ce qui nous arrive. C'est pour ça que le coût de l'électricité est cher. Par contre, je veux rajouter, il y a, et c'est cette info qu'on a rajoutée, c'est que on avait demandé au directeur de la Sénélec, il y a combien d'employés à la Sénélec, il paraît 3000. Et ce qu'il faut se dire, c'est comme EDF, ils ne payent pas l'électricité. Ouais. Donc, vous imaginez ce que ça représente. Juste 30 secondes. Ça, La masse salariale pour ces 30 000 personnes-là, c'est 3200, c'est combien de milliards? Donc, il y a des 77 milliards, vous vous rendez compte? Mais deux choses. Le gaz, on a un rapport de 2, c'est vrai, pour construire une centrale thermodynamique solaire. Mais je veux te dire une chose, c'est que pour moi, lorsque tu vas mettre en place aujourd'hui des centrales de turbines à gaz, tu vas aller aux alentours, comme tu as dit, de 360 millions de dollars. Donc, je veux dire par là, tu vas payer pratiquement la moitié pour te retrouver avec un coût plus important. Le coût de l'électricité et du gaz est plus important. Mais moi, je te propose autre chose. Je dis, moi, que le gaz, on doit l'utiliser à autre chose. Les mines. Le Sénégal est un pays qui a des mines, minerais, depuis 1935, on le sait. Les premières dates, les premières études. Moussounyoko de Liguey, Ouarzazate et tout, Mauritanie à côté, ils le font depuis 1960, ils utilisent leur minerai de fer. Nous, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est dit à un moment donné, mettre en place une sidérurgie pour pouvoir transformer notre minerai de fer, ça va poser des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'en a que 750 millions. Béréoul. Ok, vous pouvez comprendre ça, ça pouvait se justifier. Et aujourd'hui, on a du gaz. Il y a ce qu'on appelle les centrales Midrex qui te permettent de transformer ton minerai de fer en acier. D'abord, c'est écologique et ça fonctionne avec du gaz. 1 mètre cube de gaz te permet de traiter, 2 mètres cubes de gaz te permet de traiter 1 tonne de minerai de fer. Donc ton minerai de fer que tu n'as jamais pu exploiter, en mettant en place une centrale Midrex, tu peux le faire. Mieux, on a tout ce qu'il faut. On a payé pour avoir un port minéralier, on a payé plus de 135 milliards ou 200 milliards, qui est prêt depuis 2021 et on est là à le regarder. Le port minéralier qui se trouve à Sendou, à Bargny, avait pour objectif de récupérer le minerai de fer et de l'envoyer pour qu'on le traite ailleurs. Maintenant, non seulement on peut récupérer notre minerai de fer, le transformer et le vendre, parce que quand on vend 1 tonne d'acier, c'est à peu près 1000 $ la tonne. Quand on vend 1 tonne de minerai de fer, c'est à peine 90 $. Mieux, en le faisant, il nous reste quoi aujourd'hui? On a le minerai de fer, on a le gaz, il faut mettre la centrale Midrex et il faut mettre le chemin de fer qui nous relie de Bakel, la Falémé, directement à Sendou. Quelque chose comme 500 km de chemin de fer. Mais il faut être idiot pour ne pas aller dans cette direction. D'accord, mais Ben, écoute. Bon, on aura l'occasion de développer ça encore. Non, mais moi, je vais être concret. Il faut aller dans ce qui nous rapporte de l'argent. On a dépensé 200 000... On aura l'occasion, voilà. On aura l'occasion de développer ça. Il est pro-gaz, il est pro-gaz. C'est le pro-gaz. On a pu échanger sur les questions liées aux enjeux économiques et de développement du Sénégal. Donc, au nom du Club de la Presse, nous vous remercions et merci aussi. C'est moi qui remercie. Des interventions pertinentes du public. Et on aura l'occasion. Avec Ben, on ne finit jamais. Non, même avec lui. Mais on va refaire le débat. Merci.